Bonjour ou bonsoir, soyez les bienvenus dans ce qui est une réunion d'information préalable en lien avec un projet assez particulier dans la région. Il s'agit de celui d'une unité de production et distribution de stockage d'hydrogène vert sur la zone d'activité économique de Tournai Ouest, ainsi que la construction d'un champ de panneaux photovoltaïques. C'est ce que nous allons vous détailler dans cette réunion d'information préalable complètement en mode virtuel, comme le prévoit un arrêté du gouvernement sur lequel je vais revenir dans un instant. Permettez-moi tout d'abord de me présenter, je m'appelle Pascal François, je suis d'habitude modérateur présent en salle, en présentiel, mais la pandémie qui nous touche nous oblige à communiquer de manière différente. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis aujourd'hui davantage un présentateur. Il y aura d'autres intervenants au cours de cette vidéo. Il y aura Olivier Bontemps qui parlera à la fois du demandeur mais aussi du projet. Il représente IDETA et il y aura également Pierre Tenissen pour le groupe Luminus. Nous parlerons évidemment de l'étude d'incidence sur l'environnement qui est portée par la société SGS et c'est Thibault Leroy en qualité de chef de projet qui prendra la parole dans cette présentation. Alors cette présentation poursuit en fait les mêmes objectifs que si nous étions réunis en salle en mode présentiel. Il s'agit pour le demandeur de présenter son projet, ou devrais-je dire son avant-projet. Ça vous permet à vous, public, riverains, citoyens, de vous informer et d'émettre des observations et des suggestions, de mettre en évidence certains points particuliers qui peuvent être abordés lors de la réalisation de l'étude d'incidence sur l'environnement, mais aussi, pourquoi pas, et c'est prévu, de pouvoir présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur. Je vous l'ai expliqué, nous sommes dans un contexte tout à fait particulier qui fait, en raison de cette pandémie, que nous ne pouvons pas prendre de risques avec votre santé, et c'est donc la raison pour laquelle cette réunion d'information préalable a lieu en mode virtuel. C'est prévu par un arrêté du gouvernement wallon dans le cadre de ses pouvoirs spéciaux, et cette disposition à court est permise jusqu'au 30 juin prochain, et je vous le rappelle, elle est au bénéfice de votre santé. Ni les demandeurs, ni même la commune n'ont souhaité naturellement prendre de risques avec ce qui est important, c'est-à-dire la santé de chacun. Je ne serai pas plus long pour ma partie introductive. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'entendre un premier intervenant. Il s'agit de Pierre Tenissen, qui est chef de projet chez Luminus. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente. Je m'appelle Pierre Tenissen. Je suis Senior Project Manager chez Luminus et je vais aujourd'hui vous présenter différents aspects du projet de production d'hydrogène que nous avons dans le cadre du développement de projets bas carbone en Wallonie-Picarde. Dans le cadre de ce projet, je vais vous expliquer qui sont les demandeurs. La société qui demande le permis s'appelle Enovent et est constituée de deux sociétés. La société IDETA, qui est à hauteur de 40% dans cette société Enovent, et la société Luminus, qui est à hauteur de 60%. Cette société a été créée en 2016 avec pour objectif principal le développement, la construction d'éoliennes en Wallonie-Picarde. Alors, cette société a déjà enregistré quelques beaux succès, avec déjà 16 mâts qui ont été construits, et nous avons décidé d'aller un pas plus loin et de commencer à développer des projets relatifs à l'hydrogène. Alors vous devez vous poser légitimement la question de savoir pourquoi Luminus et IDETA ont décidé d'investir dans des projets relatifs à l'hydrogène. Je vais dès lors vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette décision. Vous le savez certainement, nous sommes dans une phase un peu problématique au niveau de l'environnement sur la Terre, principalement causée par un excès d'émissions de CO2. L'accord de Paris prévoit de diminuer drastiquement les énergies fossiles pour essayer d'arriver à un objectif de neutralité en 2050. Les projections qui avaient été faites aux alentours de 2010 étaient d'essayer de développer au maximum les énergies renouvelables avec un complément au gaz naturel pour assurer la flexibilité des différentes unités au sein de la production d'électricité. Le problème, c'est qu'on constate maintenant que ces différentes estimations qui avaient été prises en 2010 ne sont plus suffisantes pour nous permettre de capter, de réduire le CO2 qui est émis par notre société. Même en assurant du stockage, du captage du CO2, ce n'est plus suffisant. Il faut donc impérativement que l'on investisse dans un nouveau moyen énergétique et ce moyen énergétique, c'est l'hydrogène vert. Notre mission dans le cadre de ce projet est vraiment de participer à cette relance de la production d'énergie verte. Nous voulons, au sein de Luminus, au sein d'IDETA, produire un avenir énergétique neutre en CO2
en conciliant un maximum la préservation de la planète, le bien-être, le développement, grâce à de l'électricité verte et des solutions innovantes. En un mot, on veut proposer à nos différents clients, qu'ils soient résidentiels, qu'ils soient industriels, un avenir neutre en CO2. L'hydrogène joue un rôle stratégique dans la transition énergétique. Elle est vraiment considérée comme une solution qui permettra d'utiliser pour les gros consommateurs d'énergie une solution alternative là où l'électrification n'est pas possible. Pour d'autres industries où malheureusement il n'y a vraiment pas de possibilité pour utiliser l'électricité ou d'autres moyens, par exemple le raffinage, la chimie, le pharmaceutique, eh bien c'est très clairement une solution pour nous aider à décarboner. La Belgique est d'ailleurs un gros consommateur d'hydrogène gris. Eh bien, c'est une option, une proposition importante que l'on peut amener pour décarboner notre société européenne, notre société belge. Alors là-dedans, qu'est-ce que Luminus peut apporter? Nous avons évidemment un savoir-faire assez important dans tout le développement, la gestion des énergies vertes, le renouvelable. Nous sommes un acteur énergétique industriel important et nous pouvons gérer la chaîne de valeur de A à Z. Quand on dit chaîne de valeur, c'est évidemment élaborer le projet et arriver à sa construction et son exploitation. Alors Luminus fait partie du groupe EDF, qui est évidemment un acteur important, majeur au sein du secteur énergétique, et nous pouvons nous appuyer sur cette société qui dispose d'un know-how important sur la construction d'électrolyseurs, la production d'hydrogène, avec une filiale qui s'appelle Haynamix. Au sein même de Luminus, nous avons aussi différentes filiales qui pourront nous aider dans le cadre du développement de ce projet hydrogène. Je pense aux sociétés ATS, New Elec et Luminus Solutions qui sont actives dans tous les domaines énergétiques. Nous considérons donc que nous sommes un partenaire idéal pour travailler avec IDETA dans le cadre du développement de ces projets avec une orientation locale et régionale. Vous le savez tous, l'urgence climatique est là et représente certainement le défi majeur auquel notre société doit faire face. Alors, nier le réchauffement climatique, c'est mon avis personnel, est évidemment quelque chose qui, sur base des différents éléments qu'on peut constater maintenant dans la vie de tous les jours, est vraiment un défaut important. On le constate dans les différentes mesures et on le voit au travers de ce premier graphique, il y a une augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui est majeur. On est aux alentours maintenant de 400 parties par million. C'est extrêmement important. Si on regarde maintenant les effets de cette augmentation du CO2 dans l'atmosphère, on le voit au niveau des températures qui sont en constante augmentation depuis le 18e, 19e siècle, qui correspond en fait à l'ère industrielle, qui a permis, certes, de nous donner des avantages indéniables au sein de tout ce qui est notre vie de tous les jours, mais le résultat, il est là. Et les résultats, on le voit, c'est une augmentation proche de 1,2 degré. Ce n'est pas acceptable sur le long terme, on doit agir. Notre objectif, vous le voyez sur base du slide, c'est d'arriver à 2050 à une neutralité carbone. Comment allons-nous y arriver? Le point de départ, c'est 1990, où on considère qu'il y avait un niveau d'émission de l'ordre de 100%, et puis nous allons successivement réduire les émissions de CO2. En 2020, moins 20%, à l'horizon 2030, moins 50, moins 55%, et très clairement, 2050, nous devons arriver à la neutralité carbone. Pour y arriver, l'hydrogène est un moyen clair pour nous permettre de décarboner notre société. Je vais vous expliquer maintenant comment on peut utiliser l'hydrogène dans le cadre de cette transition énergétique. Alors l'hydrogène, elle est présente dans beaucoup de composés. L'eau déjà, fortement présent aussi dans le gaz naturel. Donc on a ici un panel de choix pour utiliser cet hydrogène. L'objectif est évidemment de réduire les émissions, donc les gaz d'échappement, qui produisent principalement du CO2, l'ennemi public numéro 1. Et pour ce faire, nous souhaitons utiliser l'hydrogène pour principalement, comme je l'ai expliqué précédemment, là où les endroits ne sont pas possibles pour passer à l'électrification, et ici, dans le cadre de ce projet, on parle principalement du transport lourd, nous allons utiliser l'hydrogène comme carburant. On l'utilisera principalement via une pile à combustible qui transformera cet hydrogène pour produire de l'électricité et alimenter ces camions. Alors, la souplesse de l'hydrogène, c'est que c'est facilement productible,
Les moyens pour le produire sont connus déjà depuis des dizaines d'années. Et puis, on peut aussi combiner la production de cet hydrogène via les énergies renouvelables. C'est l'objectif de ce projet, c'est combiner des panneaux solaires, des éoliennes, avec la production d'hydrogène. On utilisera donc dans le cadre de ce projet principalement des énergies vertes et donc notre gaz produit sera totalement vert. Alors l'idée aussi évidemment de rester dans un concept totalement durable et l'hydrogène peut être utilisé comme moyen de stockage. Lorsqu'il y a trop d'électricité sur le réseau, parce qu'il y a beaucoup d'énergie renouvelable, on peut utiliser nos électrolyseurs pour produire de l'hydrogène et stocker de l'énergie. Donc il y a un moyen multiple pour utiliser l'hydrogène dans le cadre de cette transition énergétique. Je vais maintenant vous introduire une petite vidéo qui a été créée par Luminus et IDETA. L'objectif, c'est de vous expliquer plus en détail comment on peut produire, comment on peut utiliser cet hydrogène dans le cadre de la transition énergétique. L'hydrogène, qu'est-ce que c'est ? L'hydrogène, et surtout l'hydrogène vert, peut jouer un rôle important dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un carburant, il renferme 3 fois plus d'énergie que l'essence, mais aussi une matière première pour beaucoup d'industries comme celle de l'agroalimentaire, du verre ou de la métallurgie. L'hydrogène est un gaz inodore et incolore. On le trouve principalement dans l'eau, où il est combiné avec de l'oxygène, ou dans les matières fossiles, où il est combiné avec du carbone. Si on veut l'utiliser, il faut d'abord l'extraire. On obtient alors une molécule de 2 atomes d'hydrogène liés, H2. Sous cette forme, l'hydrogène peut être transporté ou stocké. L'hydrogène, gris, bleu ou vert. Aujourd'hui, l'hydrogène est à environ 95% fabriqué à partir d'énergie fossile. On l'appelle hydrogène gris. Malheureusement, cette voie de production génère énormément de CO2. Il existe aussi un hydrogène bleu qui est obtenu lorsque le CO2 émis lors de sa production est capturé, puis stocké dans le sous-sol ou réutilisé sous la forme de combustible. L'hydrogène vert est produit à partir d'énergies renouvelables. L'électricité produite par des éoliennes ou des panneaux solaires est transformée avec de l'eau par un processus d'électrolyse. Aucun gaz à effet de serre n'est alors émis. L'hydrogène, une solution pour la transition énergétique ? L'hydrogène peut être stocké sous forme solide ou liquide et transporté en grande quantité pour être ensuite reconverti en énergie. En effet, l'hydrogène permet de produire de l'électricité simplement en le remettant en contact avec de l'oxygène, par exemple dans une pile à combustible. Le seul résidu est de la vapeur d'eau. À quoi peut servir l'hydrogène ? L'intérêt de l'hydrogène, c'est qu'il permet de décarboner toute une série de secteurs pour lesquels la réduction des émissions de CO2 s'avère difficile. C'est le cas du transport sur longue distance, de la chimie, du raffinage ou encore de la sidérurgie. Que comptent faire Luminus et IDETA ? Luminus souhaite construire un avenir neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Dans ce cadre, l'hydrogène vert a été identifié comme un moyen de décarboner notre économie là où l'électrification directe n'est pas possible. Luminus. Ensemble, faisons la différence. Merci beaucoup, Monsieur Tenissen, pour cette première partie d'explication. On vous retrouvera un tout petit peu plus loin dans cette vidéo. Pour l'heure, ce que je vous propose, c'est d'entendre Olivier Bontemps pour IDETA. Les objectifs globaux au niveau du réchauffement climatique, ils nous sont connus de chacun. Maintenant, vous savez que notre agence IDETA s'est engagée résolument depuis une quinzaine d'années pour faire de ces parcs d'activités économiques des parcs d'activités durables. Alors, cette action, elle a été très visible dans son premier temps, puisque nous avons développé des parcs éoliens sur ces parcs d'activités économiques, notamment en partenariat avec Luminus. Deuxième axe que nous avons enclenché depuis maintenant quelques années, c'est d'accompagner les entreprises en matière de transition énergétique au niveau de la mobilité, vers des carburants plus propres comme le CNG. Et puis aujourd'hui, la troisième étape pour nous, c'est un peu faire le lien entre ces énergies renouvelables produites par les éoliennes ou des panneaux photovoltaïques
et la production de carburant beaucoup plus propre que sera l'hydrogène carburant. En matière de transition au niveau des carburants, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la solution, eh bien, finalement, elle va être composée de la complémentarité de plusieurs technologies. Alors, ce n'est pas une technologie contre une autre, c'est bien la somme de ces technologies qui vont être mobilisées en fonction du besoin. C'est le besoin qui va vraiment déterminer quelle sera la technologie la plus pertinente à utiliser en matière de carburant, en fonction de la taille du véhicule, en fonction des distances journalières qui sont parcourues par ces véhicules. Et donc, à côté de l'électrique, à côté du CNG, eh bien, on a effectivement un besoin de développer des solutions pour le transport plus lourd, pour le transport de plus longue distance. Et c'est là, effectivement, aux côtés du LNG, qui aujourd'hui est une technologie tout à fait mature, que nous souhaitons développer ces projets, et plus particulièrement ce projet de production d'hydrogène carburant sur le parc d'activité économique de Tournai-Ouest. Alors il est évident, comme tout ce qui a déjà été explicité plus avant, qu'il n'y a de sens d'utiliser l'hydrogène carburant que si cet hydrogène carburant est de l'hydrogène vert. Alors ça veut dire quoi de l'hydrogène vert? Bien, finalement, c'est de l'hydrogène qui est produit au départ de l'électricité, bien entendu verte, c'est-à-dire produite par des sources renouvelables, que ce soit des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Alors juste pour avoir un ordre de grandeur, eh bien, on peut estimer que 12 camions long cours, donc qui font du transport international, bien sûr avec des charges importantes qui sont tractées, vont consommer sur une base annuelle environ 100 tonnes d'hydrogène, c'est-à-dire éviter de consommer 480 000 litres de mazout, ce qui évidemment en termes d'environnement est une avancée significative. Pour produire ces 100 tonnes d'hydrogène, eh bien, on aura besoin d'environ 6000 MWh d'électricité verte qui sont finalement le résultat de la production d'une éolienne industrielle ou de 6 MW crête de panneaux photovoltaïques. Alors le projet que nous vous présentons aujourd'hui, et donc forcément il a vocation à s'implanter sur le parc d'activité économique de Tournai-Ouest, plus particulièrement sur la nouvelle partie de ce parc d'activité économique connu sous le nom de Tournai-Ouest 3. Alors au sein du parc d'activité économique, on va, comme ça a été exposé, distinguer trois éléments liés au projet. D'abord évidemment la production et le stockage de cet hydrogène, comme ça a pu être détaillé sur le mode de fabrication de cet hydrogène. Puis évidemment, l'objectif c'est de distribuer ce carburant. Donc on va aller amener ce carburant sur la station qui a déjà obtenu son permis l'année passée, où on délivrera à la fois de l'hydrogène et du LNG. En amont, eh bien, évidemment, il y aura aussi une production renouvelable, tout à fait dédicacée à cette unité de production d'hydrogène vert. Donc ce sera un champ photovoltaïque qui sera posé au sol avec un système de gestion basé sur l'éco-pâturage. Au niveau de la distribution, nous avons souhaité vraiment pouvoir concentrer les deux carburants propres qui sont l'hydrogène et le LNG sur le même site de distribution, ce qui permet de concentrer les infrastructures et donc d'avoir une approche qui est assez pertinente et cohérente par rapport aux différents transporteurs qui vont utiliser ces carburants. Enfin, pour ce qui concerne le champ photovoltaïque, nous avons souhaité développer dès l'initiale une capacité propre liée à la station hydrogène sur des terrains qui aujourd'hui sont à haute contrainte d'urbanisation, donc qui sont à aléa karstique modéré à élevé. Et donc nous avons décidé d'installer ces panneaux au sol dans une vision, je dirais, de bonne gestion de cet environnement, de cet espace foncier, puisqu'évidemment, dans le long terme, dans une quinzaine d'années, on pourra se poser alors à ce moment-là la question de la réurbanisation par des entreprises de ces terrains. Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'explication sur ce projet qui, comme vous avez pu le constater, est vraiment un projet innovant, novateur, porteur de valeur pour notre territoire. Donc nous sommes quand même assez fiers de pouvoir vous le présenter. Nous restons bien entendu
à votre disposition. Et je vous remercie encore de l'attention que vous avez apportée à ce projet. Dans le cadre de ce projet, comme vous l'avez vu, on se focalise principalement sur de la production d'énergie verte, avec de l'électricité verte, et afin de produire de l'hydrogène vert. Dans le cadre de cette demande de permis, nous avons une vision qui est cohérente et intégrée. Nous allons produire, stocker de l'hydrogène vert. Nous allons aussi distribuer cet hydrogène vert au travers d'une station combinée CLNG et hydrogène. On va en outre, afin de produire cette énergie verte, installer un champ photovoltaïque de l'ordre de plus ou moins 6 MW crête. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste une zone de production d'hydrogène. Alors, vous voyez sur ce slide qu'il y a 3 éléments. Le premier est constitué en fait de la zone vraiment, le cœur de cette zone de production, c'est la zone d'électrolyse. Alors là, on a représenté un moyen de production qui est archi connu, qu'on appelle le moyen de production alcalin. Il y a d'autres moyens de production. Ici, c'est un moyen qui est extrêmement répandu, extrêmement fiable et qui est très facile à exploiter. La deuxième zone que vous voyez, c'est une zone de compression. Le gaz, lorsqu'il est produit, est à une pression de l'ordre de plus ou moins 35 bars. Mais afin de pouvoir l'utiliser dans les camions, dans les bus, on a besoin de le comprimer à une pression qui est de l'ordre de plus ou moins 350-400 bars. Vous voyez entre les deux containers un aéroréfrigérant qui est nécessaire parce que lorsqu'on comprime un fluide, il y a un échauffement, il faut donc refroidir. Le troisième item que vous voyez sur ce slide, c'est la zone de stockage. Nous allons stocker évidemment de l'hydrogène. On a besoin d'un élément qui nous permette d'assurer la transition entre le remplissage et la production. Ce stockage sera calibré de telle sorte à nous permettre de respecter toutes les normes de sécurité et nous permettre d'optimiser la production de l'électrolyseur. Je vous remercie de votre attention. J'ai terminé ma partie qui avait trait à l'explication du pourquoi et du comment de ce projet relatif à l'hydrogène. J'espère que j'ai été le plus clair possible et je vous remercie encore une fois de votre attention. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir un nouveau chapitre, c'est celui effectivement d'études d'incidence sur l'environnement, puisque vous le savez sans doute, une réunion d'information préalable lance officiellement une étude d'incidence sur l'environnement. Et un bureau a été mandaté dans le cadre de ce projet, il s'agit du bureau SGS, et je vous propose tout de suite de donner la parole à Thibault Leroy, qui est ingénieur chef de projet. Bonjour à tous, mon nom est Thibault Leroy, moi je représente ici la société SGS. Donc c'est nous qui allons réaliser l'étude d'incidence dans le cadre de ce projet. Alors la présentation qu'on va réaliser ici va d'abord présenter qui est SGS, qui est la société que je représente ici. Ensuite on expliquera ce qu'est une étude d'incidence, le contenu d'une étude d'incidence. Et puis alors on reviendra sur la procédure de la demande de permis unique avec les étapes qui vous concernent, vous, en tant que riverain. Donc SGS, la société que je représente ici, est une société qui est détenue à 100% par le groupe SGS. Donc on est une société indépendante. Donc indépendante, ça veut dire qu'on n'appartient pas à la région wallonne, on n'appartient pas à la commune et on n'appartient pas évidemment à la société Innovant. Notre bureau comporte plus ou moins 1500 employés en Belgique qui sont répartis en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie. Et nous, notre bureau est situé plus particulièrement à Gembloux, dans le parc Réalis, le long de l'E42. Donc SGS, c'est une équipe composée d'experts multidisciplinaires avec des scientifiques, des techniciens, des juristes. Ça veut dire que l'étude d'incidence sera réalisée par un panel d'experts multidisciplinaires et non pas par une seule personne en particulier. Alors SGS, c'est une société qui est souvent connue pour tout ce qui est contrôle électrique. Mais on réalise évidemment beaucoup d'autres choses, notamment dans le domaine de l'environnement. On réalise des études d'incidence sur l'environnement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui ici, mais aussi toute une série d'études ou d'audits ou d'assistance relatives à l'environnement. Donc on réalise des études de bruit et vibration, des audits environnementaux, tout ce qui concerne l'assistance ISO 14001 ou ISO 50001 relatif à l'énergie ou à l'environnement. Tout ce qui concerne l'assistance ou des conseils divers au niveau législation ou permis ou techniques environnementales. On a aussi tout un département qui s'occupe des études liées au sol, au sous-sol et aux eaux souterraines, donc tout ce qui concerne les sols pollués notamment.
Il y a plusieurs personnes aussi qui travaillent sur les zones de prévention de captage. Et alors on a toute une unité qui travaille aussi dans les essais géotechniques, hein, tous les essais qui concernent la stabilité, qui permettent de définir la stabilité des bâtiments ou des habitations. Donc tout ce qu'il faut retenir ici, c'est que SGS développe pas mal d'activités liées à l'environnement. Alors une étude d'incidence, ça comporte plusieurs choses. Tout d'abord, c'est qu'il est nécessaire de réaliser cette étude d'incidence avec des agréments. SGS dispose des agréments ici dans les 3 régions, en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles évidemment. Et alors en région wallonne, on dispose de plusieurs catégories d'agréments. Ici, la catégorie d'agréments qui nous concerne, nous, c'est la catégorie liée au processus industriel relatif à l'énergie. Un agrément que possède notamment SGS. Les agréments sont octroyés sur base de notre expérience, sur base aussi des différentes études que nous avons réalisées par le passé sur les différentes catégories d'études. Et en fonction de ça, les agréments peuvent être octroyés ou non à un bureau d'études. Chose importante aussi, c'est que ces agréments doivent être régulièrement renouvelés et les agréments peuvent également être retirés dans le cas où des études sont jugées de mauvaise qualité. C'est pour ça que c'est très important pour nous de réaliser des études d'incidence qui sont totalement indépendantes et de bonne qualité, sans quoi nous pourrions nous voir retirer notre agrément. Nous avons aussi réalisé plus d'une centaine d'études d'incidence dans l'environnement, dans des secteurs verts comme les secteurs industriels ou comme notamment l'éolien. Et alors nous sommes aussi auteurs de guides méthodologiques pour la réalisation d'études d'incidence sur l'environnement en région wallonne. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ici, l'étude d'incidence qui nous concerne est relative à le développement d'un projet concernant une unité de production, de distribution et de stockage d'hydrogène vert sur le site de Tournai-Ouest, accompagné de la construction d'un champ photovoltaïque. Donc pourquoi faut-il une étude d'incidence ici dans le cadre de ce projet? Parce que le projet est repris comme une catégorie de classe 1. Donc c'est-à-dire que ici, la production d'hydrogène sera supérieure à 100 m3 par heure. Donc directement, quand on est dans une classe 1 au niveau de la législation, la demande de permis doit être nécessairement accompagnée d'une étude d'incidence sur l'environnement. Cette étude d'incidence sur l'environnement va être déposée donc, en même temps que la demande de permis. Et cette étude d'incidence doit être aussi accompagnée d'un résumé non technique, donc d'un RNT, qui est en fait un résumé finalement de cette étude qui permet de comprendre peut-être plus facilement par le grand public une étude d'incidence qui est en fait un gros dossier. Alors que doit contenir finalement une étude d'incidence? Il y a un contenu minimum qui est requis en fait par la législation et en plus l'autorité compétente est également consultée et elle peut transmettre des éléments particuliers qui doivent être étudiés dans l'étude d'incidence. Une étude d'incidence est également encadrée finalement par des guides méthodologiques pour la réalisation d'une bonne étude d'incidence en région wallonne. Alors la procédure qui concerne une étude d'incidence, c'est que en fait, l'auteur d'étude est déterminé choisi par le demandeur parmi la liste des bureaux d'études agréés. Ensuite, le choix du bureau d'études est transmis à l'administration qui regarde si ce bureau d'études peut convenir pour réaliser l'étude d'incidence. C'est-à-dire que si elle vérifie si le bureau d'études dispose de son agrément pour réaliser cette étude. Dans le cas où le bureau ne convient pas ou ne dispose pas de l'agrément nécessaire, alors un autre bureau doit être choisi parmi les bureaux d'études agréés en région wallonne. Alors concrètement, les objectifs d'une étude d'incidence permettent d'évaluer, d'orienter, d'informer et d'aider les autorités à octroyer ou non le permis. Évaluer les impacts du projet en phase d'exploitation mais aussi en phase de chantier. C'est proposer également des mesures de réduction et ou de compensation par rapport aux effets négatifs qui ont été soulevés. C'est un outil qui permet d'orienter le maître d'ouvrage. Alors c'est un outil aussi qui permet d'informer le public, notamment lors de l'enquête publique, où vous pourrez consulter l'étude d'incidence qui aura été déposée en même temps que la demande de permis. Et enfin, donc, ça permettra aux autorités de déterminer les impacts potentiels qui pourraient être envisagés dans le cas où le projet est octroyé ou non.
La méthodologie générale d'une étude d'incidence, elle est un peu la même pour toutes les études, c'est-à-dire qu'on commence par décrire le projet du demandeur. Pour définir les impacts, il faut d'abord décrire correctement le projet concerné. Ensuite, on va évaluer l'état initial de l'environnement, c'est-à-dire l'état avant que le projet soit réalisé. Et puis alors, on va évaluer les impacts environnementaux du projet en phase de chantier ainsi qu'en phase d'exploitation. Et puis alors, toute une série de recommandations seront formulées par rapport aux impacts qui ont été soulevés. Alors maintenant, on va reprendre les différents aspects et les différentes thématiques qui vont être abordées dans le cadre d'une étude d'incidence. La première thématique est la thématique paysage et urbanisme. Dans le cadre de cette thématique, on va d'abord réaliser toute une série de descriptions. On va caractériser aussi le contexte paysager et urbanistique local et régional du site. On va ensuite s'attarder à l'occupation du sol. Toute une série de photos, donc un reportage photographique sera réalisé dans le cadre de l'étude d'incidence. Et on va évaluer les impacts par rapport à l'intégration du projet dans son environnement. Et des photomontages éventuels seront alors réalisés si on juge que c'est pertinent depuis certains points de vue ou de certaines positions. C'est-à-dire qu'on va reporter le projet sur une photo qui aura été réalisée depuis un certain point de vue. La deuxième grande thématique, ce sont les eaux de surface. Donc on va décrire le réseau hydrographique local et sa qualité. On va évaluer les rejets du site au niveau quantitatif, mais aussi au niveau qualitatif. Donc tout ce qui concerne les eaux industrielles, les eaux pluviales et les eaux domestiques vont être quantifiées et évaluées. On va ensuite vérifier l'adéquation du système de traitement envisagé sur le site. Et enfin, on va évaluer les impacts qualitatifs et quantitatifs sur le milieu récepteur. Une autre thématique, c'est la thématique du bruit. Donc on va réaliser une étude acoustique. Pour ce faire, nous allons réaliser des mesures de bruit ambulantes dans l'environnement. Donc on va caractériser finalement l'ambiance sonore existante avant la réalisation du projet. On va ensuite modéliser la dispersion du bruit par rapport aux installations qui sont envisagées. Donc on va réaliser un modèle 3D dans lequel on va reporter les sources de bruit qui vont permettre de définir et de déterminer le niveau de bruit propagé dans l'environnement. On va ensuite comparer ces niveaux de bruit par rapport aux normes qui existent en région wallonne. Et enfin, on va proposer des recommandations selon les résultats, notamment si les valeurs sont supérieures aux normes en vigueur. Autre thématique, c'est la thématique de la mobilité. Nous allons ici définir d'abord la capacité des équipements et des infrastructures publiques environnantes. Une chose importante, c'est qu'on va évaluer le trafic qui va être généré par l'activité future du site d'exploitation. Et enfin, on va définir l'incidence sur les voiries d'accès environnantes, mais aussi régionales autour du site. Je vous propose maintenant d'aborder une autre thématique liée au sol, au sous-sol et aux eaux souterraines. Dans le cadre de ce chapitre, on va réaliser des inventaires des sources potentielles de contamination du site du projet. On va évaluer les risques potentiels de pollution au niveau du projet, donc les risques de percolation éventuellement dans le sol, dans le sous-sol de certains produits ou stockages qui seront installés sur le site. Une autre thématique est la gestion des déchets, un autre chapitre de l'étude d'incidence. On va analyser et évaluer les quantités et les types de déchets produits par le futur site d'exploitation. On va également analyser et évaluer la gestion de ces déchets. Et enfin, on va vérifier et on va analyser les modes de traitement envisagés. Donc on va d'abord évaluer la qualité de l'air ambiant autour du site. On va ensuite analyser les sources d'émissions atmosphériques du projet. Et on va enfin évaluer l'impact sur la qualité de l'air lié au fonctionnement du site futur. Une thématique de nouveau importante, c'est la consommation d'énergie. On va ici évaluer les consommations d'énergie liées au process. On va évaluer la production attendue d'électricité et d'hydrogène. Et enfin, on va étudier les dispositifs visant à économiser l'énergie. Un autre chapitre de l'étude d'incidence concerne le milieu biologique. Donc on va ici situer d'abord le site par rapport aux différentes zones protégées et les différentes zones sensibles. On va ensuite évaluer l'intérêt biologique du site et de ses alentours. On va analyser ensuite les nuisances potentielles du projet sur ces zones intéressantes. Et ensuite, on va évaluer les incidences du projet sur les éventuelles espèces rares ou menacées.
Et enfin, un dernier chapitre, et non des moindres, celui qui vous concerne vous en tant que riverain, le chapitre lié à la population. Dans ce chapitre, nous allons prendre d'abord en considération toutes les remarques des riverains faites suite à la participation du public. Nous allons ensuite analyser les différents impacts au travers des thématiques pour avoir un impact sur la population. Et enfin, on va s'attarder à tout ce qui concerne la sécurité des installations. Et maintenant, la procédure liée au permis unique. Donc, je reviens particulièrement sur les étapes qui vous concernent, vous, en tant que riverain. Et ce sont les étapes qui sont reprises en orange ici sur le slide. Donc ici, nous sommes le 8 et 9 février 2021 avec la consultation du public. L'étude d'incidence va réellement débuter à partir d'aujourd'hui. Et vous, en tant que riverain, vous allez pouvoir émettre vos remarques et suggestions par rapport au projet. Ensuite, vous aurez également l'enquête publique. Donc, une fois que le permis sera déposé avec l'étude d'incidence, vous aurez à ce moment-là la possibilité de consulter toute la demande de permis ainsi que l'étude d'incidence. Et à ce moment-là, vous aurez à nouveau une possibilité de transmettre vos observations et objections qui pourront alors être prises en compte par les autorités compétentes. Donc j'en ai terminé ici avec la présentation relative à tout ce qui concerne l'étude d'incidence et merci pour votre attention. Voilà, nous arrivons déjà au terme de cette présentation, de cette réunion d'information préalable en mode totalement dématérialisé. Vous avez la possibilité de continuer de vous manifester. Vous pouvez le faire par voie officielle, c'est-à-dire en adressant un courrier à la commune. Les informations figurent dans ce slide de présentation. Vous pouvez donc adresser un courrier dans lequel vous faites part de vos remarques, de vos questions, de vos suggestions et vous pouvez, pourquoi pas, aussi proposer des alternatives qui vous paraissent pertinentes. Une disposition particulière eu égard au contexte pandémique qui a cours pour le moment est à votre disposition également. C'est la possibilité d'appeler un responsable de projet au cours d'une permanence téléphonique pendant les 2 jours de diffusion de cette vidéo aux coordonnées qui figurent également dans ce slide de présentation. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous remercier de votre attention. N'hésitez pas à activer ces voies de communication qui sont à votre disposition. Merci de votre attention.